Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet entretien, sur cette conférence. Nous allons parler dès maintenant des métiers du secteur de la com, et de la réalité de ces métiers, mais aussi de leur avenir. Nous faisons cet entretien dans le cadre du projet Digitalks fait par les étudiants de Master 1 de communication à l'Université de Paris 8 et qui consiste à interviewer des professionnels de la communication. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour voir si vous avez des choses à changer, rajouter, voilà. On peut commencer par Monsieur Fofana si vous voulez bien. J'ai laissé la place, mais bon, tranquille. Mais merci déjà pour l'invitation. Ça fait plaisir de voir que les étudiants s'intéressent à la com et en général, en fait, au métier, tout simplement. Donc, moi, je me présente, Fofana Sekou. Comme vous disiez tout à l'heure, moi, de base, j'ai suivi une formation assez généraliste à l'Université catholique de Lille. Et en fait, la formation en question, c'est une formation autour des médias et de la communication. Parce que pour le coup, la section estimait que les médias et la com étaient liés dans le sens où quand on travaille dans la com, on est amené à travailler forcément avec des médias et vice versa. Du coup, après cette formation-là, je suis venu en alternance à Paris, du coup, au sein de l'entreprise, du coup, SIGJeune, en tant que community management, tout ce qui touchait à la création de contenu. Et de fil en aiguille, en fait, grâce à mes missions et aussi l'évolution de la marque, j'ai su prendre tout simplement une place de responsable de la communication. Et aujourd'hui, je m'occupe des partenariats, des collaborations avec les artistes, avec les médias justement, et également aussi toujours le côté création de contenu où à chaque collection ou à chaque lancement, on essaie de créer soit des événements, soit des shootings pour que justement on puisse au mieux promouvoir la marque. En quelques mots, c'est un peu mon rôle au sein de la marque. Très bien. Et vous, Monsieur Noble? Écoutez, merci pareil pour l'invitation, c'est vraiment très chouette. Alors moi au niveau du parcours, je suis allé au collège, je suis là ça va. Après j'ai fait un lycée où j'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait un DUT MMI, donc c'est métier du multimédia et de l'internet que j'ai fait par alternance chez tuto.com. Et mon métier de base, c'est web designer intégrateur. Donc je fais les sites, je les rends cliquables mais non fonctionnels. Après, il y a les développeurs qui passent derrière et qui les rendent fonctionnels. En fait, en parallèle de tout ça, en parallèle de l'alternance et des études, j'ai monté un projet qui s'appelle Swello. Donc c'est celui sur lequel on va peut-être un peu discuter tout à l'heure, et qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc ça permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et donc j'ai commencé ce projet-là justement à la fin du collège, début lycée. Au début pour m'amuser, pour avoir une ligne sympa sur un CV. Et puis quand il y a, par exemple, l'équipe qui a commencé à utiliser les services, c'est là où on s'est dit, ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin, peut-être de le monétiser, parce que c'était un service gratuit pendant 5 ans. Et de fil en aiguille, après mon DUT, j'ai décidé d'arrêter. En fait, j'ai pas continué les études. J'ai eu mon DUT, c'était très cool. Et on s'est lancé avec mon associé. Ça fait maintenant 6 ans. Et on est passé de 2 à 3. Puis après, on a fait une levée de fonds dans le sud de la France, puisqu'on est de Toulon. Et on est passé du coup de 3 à 6. Et maintenant, on est 7. Et on vit une jolie aventure. Voilà. Pour ce petit parcours. Très bien, merci beaucoup. Question suivante. Comment présenteriez-vous votre métier et en quoi consiste votre travail Donc voilà, donc on peut commencer par vous, Monsieur Noble, cette fois-ci. Alors mon métier, c'est un métier assez, pluridisciplinaire, je dirais. Parce que du coup, l'intitulé français, c'est président de la boîte, c'est-à-dire en gros, donc en anglais c'est plus CEO. En gros, moi mon métier, ça va être d'avoir la vision, savoir où est-ce qu'on va aller dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc avec mon associé également, qui lui gère plutôt la partie technique. Ma partie également, c'est aussi de manager l'équipe, puisque du coup maintenant on est 7, donc faut gérer l'équipe, faut travailler tous ensemble, définir les tâches, savoir où est-ce qu'on va avec eux, qui fait quoi quand. Ça va être également la relation avec le théorème ABC, c'est-à-dire avocat, banque, comptable.
Donc voilà, faire les rendez-vous, prendre des décisions à un moment donné. Enfin voilà, c'est aussi mon rôle. Et je m'occupe aussi des relations avec les investisseurs, puisqu'on fait des rapports mensuels. Puis après, enfin on a des entretiens assez souvent. Et dans plus côté opérationnel, je vais plus m'occuper de la partie un peu communication avec Cassandra qui gère la partie com totalement, hein, c'est son métier chez nous, et également un peu de web design toujours, puisqu'on n'a pas encore embauché du UX designer. Ça va peut-être arriver dans les prochains mois. Mais là aujourd'hui c'est pas encore le cas, donc au niveau opérationnel je m'occupe aussi de ça. D'accord. Et vous, Monsieur Fofana? Très bien. J'ai déjà commencé un peu à entrer dans le sujet. Mais justement, en fait, moi, quand je disais au départ, le but était d'abord de créer des contenus pour la marque. Vous savez, tout ce qui était la direction artistique pour les vidéos, les photos que je pense que tout le monde retrouve sur Instagram ou sur les PLV ou d'autres éléments de communication de la marque. Et en outre, du coup, ça ajoutait à cela des missions beaucoup plus on va dire, dans des relations presse et relations publiques. C'est-à-dire que gérer les collaborations avec les influenceurs et aussi des collaborations avec aussi des prescripteurs ou des représentants de la marque, tels que des artistes ou autres. Donc forcément, je pense qu'aujourd'hui, vous savez tous, même vous, je pense en général, les jeunes en général, parce que nous, faut savoir, on est une marque streetwear, donc une marque très très jeune, donc forcément qui suit les tendances et qui s'adapte le plus possible au code et aux cultures urbaines. Donc du coup, forcément, il faut travailler des personnes qui sont aussi issues en fait de cette culture-là. Donc et ça, il faut créer des projets. Il faut, comme disait tout à l'heure M. Nob, il faut pouvoir anticiper aussi sur 1, 2, 3 ans, savoir ce qui pourrait être intéressant pour la marque, pour pouvoir justement grandir et continuer à être pertinente. Parce que du coup, la mode aujourd'hui, elle est très très concurrentielle, encore plus même aujourd'hui dans le streetwear, parce que la marque a été créée en 2012, non 2008 pardon, excusez-moi 2008, donc il y a 12 ans plus tôt. Et du coup, en 12 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans l'univers de la mode, donc forcément, il faut constamment faire des mises à jour. Et c'est pour ça que moi, mon rôle, c'est qu'on soit toujours à jour. En fait, si on peut résumer ça en une phrase, c'est que la marque puisse avoir toujours les contenus qui correspondent à sa communauté, avoir toujours les collaborations qui vont amener justement à consolider son statut et à améliorer forcément les ventes aussi de la marque. Et de l'autre côté aussi, satisfaire aussi nos partenaires, parce qu'au final, même si je travaille pour la marque, il faut qu'également les gens qui travaillent avec la marque, influenceurs, artistes ou d'autres médias, soient aussi à l'aise avec nos propos et nos valeurs, pour que derrière, ce sera beaucoup plus facile de mettre en place des collaborations et d'avoir une identité en fait de marque beaucoup plus forte. Parce qu'au final, même si on fait des trucs très très beaux, si au final les partenaires avec qui on collabore ne sont pas satisfaits, je pense qu'en général on le ressent. Donc, c'est un peu ça pour résumer. Très bien, merci. Et pour exercer votre métier, du coup, quelles sont selon vous les compétences nécessaires et pour faire les tâches dont vous venez de parler, les missions dont vous venez de parler, donc quelles sont les compétences, excusez-moi, nécessaires selon vous? Je pense qu'il y a deux formes de compétences. Il y a les compétences humaines, il y a les compétences aussi techniques. Parce qu'au final, on évolue tous dans un monde où on a beaucoup de nouvelles technologies, donc qui naissent jour après jour. Je pense que maintenant, comme le dit, rien que ça aujourd'hui, avec juste ces technologies-là, on peut apprendre, on peut être son propre professeur limite, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Faut pas juste avoir comment on va dire ça, le côté technique. Il faut aussi avoir le côté aussi humain, dans le sens où, moi notamment, comme je vous disais tout à l'heure, je suis amené à travailler avec des partenaires de la marque. Donc forcément, ce qui équivaut à partenaire de la marque, équivaut à relation publique et limite personnelle avec les gens. Donc forcément, je entretiens des liens. Et à partir du moment où tu entretiens des liens, il faut aussi avoir ce recul de se dire là que on échange avec des personnes qui ont des goûts, qui ont des valeurs, qui ont une identité. Donc, tu dois pouvoir t'adapter justement à chaque personne et essayer de trouver la meilleure façon justement de mettre en place des collaborations. Donc, ça, on va donc du coup, si je peux résumer en des phrases, ça va être avoir une aisance d'échange avec des gens. Du côté technique, aujourd'hui, la connaissance des réseaux sociaux. C'est pas que de poster des photos ou de regarder des stories, etc. C'est vraiment de savoir comment ça marche, type l'algorithme, type
Par exemple, l'application de Monsieur Noble, c'est des choses très très présentes actuellement parce que ça aide les marques justement à pouvoir gérer leur flux de posts ou aussi les de données. Parce qu'aujourd'hui, une marque comme Sejourn, on a Snapchat, on a Twitter, on a Facebook, et encore on a 7 boutiques. Donc ça dit qu'il y a des Insta, il y a des Facebook pour chaque boutique. Donc pour gérer tout ce flux d'informations-là, il faut pouvoir utiliser et comprendre les infos que des plateformes comme celle de Monsieur Noble met à disposition pour derrière aussi comprendre un peu le mécanisme des jeunes, j'ai envie de dire. Je dis pas que c'est suffisant pour comprendre un jeune, mais ça aiguille un peu la stratégie parce qu'on se dit que pourquoi ça a plu, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qu'il faut refaire, etc., etc. Donc ces infos techniques là vont s'accoupler aussi à la partie humaine où du coup comme je disais, il fallait avoir une relation facile avec autrui. Et surtout que ce que moi je préconise beaucoup, c'est la curiosité. Parce qu'au final, on est dans un métier où on pense souvent que tout est acquis, mais alors que non, pas du tout. C'est encore plus que maintenant, il faut constamment. Franchement, je peux dire que ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est pas ce qu'on va faire cette semaine. Donc c'est sûr que la semaine prochaine, ce sera pas pareil. Il y a forcément une ligne directrice. Ça ne bouge pas. Mais il y a beaucoup plus de turnover qu'auparavant, je pense. Très bien. Je sais pas si je reprends Merci. la question, mais en quelques mots, c'était ça. Ah si, c'est très bien, vous inquiétez pas. Et vous, Monsieur Noble, quelque chose à rajouter? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière ou complètement différemment? Ouais, j'appuie totalement ce que vous venez de dire. Et alors, moi, mon poste est un peu particulier, mais même en termes général, mais aussi par rapport à la com, c'est vrai que y a besoin de beaucoup d'empathie, hein, c'est ce qu'on vient de dire, mais besoin de beaucoup d'empathie, d'écoute, que ce soit moi pour mon métier aujourd'hui, donc avec l'équipe et aussi nos clients, mais aussi pour la partie com, donc pour Cassandra notamment qui gère cette partie chez nous, c'est beaucoup d'écoute, ou pour nos bizdev, pour nos commerciaux, beaucoup d'écoute auprès de nos clients pour avancer. Donc ça, c'est vrai que c'est une qualité. Et je dirais même nous, quand on fait des recrutements, on regarde surtout la partie humaine. Est-ce que la personne, elle est dans le même mood, elle est dans le même est-ce que elle irait dans le même, elle atteindrait les objectifs avec nous. Est-ce qu'elle vient avec nous dans le bateau ou pas, en fait. Ça, c'est hyper important parce que les compétences techniques, on les apprend à l'école, mais on peut également les apprendre tout seul. Et c'est vrai que quand on recrute, nous on se dit on peut toujours apprendre pendant le job, justement. Chaque personne peut toujours apprendre et se former, alors que le côté humain, si ça matche pas, par exemple, il y a quelque chose, il y a un trait de caractère qui nous convient pas, je le dis, hein, c'est si une personne a un ego trop fort, quel que soit le métier, nous, ce qu'on a toujours dit, on n'est pas là pour gérer des égos, on est là pour gérer une équipe, former une équipe, avancer ensemble. Et c'est vrai que c'est compliqué on peut pas formater une autre personne, on peut tous s'améliorer personnellement, mais moi, en tant que patron, je peux pas dire à une personne, toi, t'es trop comme ça, il faut que tu changes, non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on regarde vraiment les qualités humaines, parce qu'on change pas les gens, alors que le côté technique, oui, c'est important. Bien sûr que je suis d'accord avec tout, ça va tellement vite, il faut être toujours à la pointe, savoir ce qui se passe, mais je pense que on regarde, on est à l'affût quand on est dans ces métiers-là, on est à l'affût de tout ça. Mais c'est vrai que voilà, le côté humain, ça reste le plus important. Très bien, merci. Du coup, vous avez évoqué vos formations, donc un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet pour Monsieur Noble, et une formation de communicant et de médias pour Sekou Fofana à l'université à Lille. Et du coup, c'est assez en rapport avec la com au final. Mais avez-vous toujours voulu faire ce métier ou est-ce que vous avez tâtonné avant de savoir comment ça s'est passé? On peut commencer par Monsieur Noble, si vous voulez bien. Carrément. Pas facile comme question, dans le sens où non, initialement, moi, quand j'étais tout petit, j'aurais bien souhaité être prof. D'ailleurs, j'ai tenté l'expérience. Au final, mon métier actuel me convient mieux. C'est quand même beaucoup de travail d'être prof. Mais donc oui et non, c'est-à-dire que ça s'est un peu fait, ça s'est construit au fil de l'eau. Moi, ce que je souhaitais, c'était avoir un projet à moi. Ça, c'était quelque chose parce que j'ai la chance d'être dans une famille qui entreprend dans divers domaines, hein. Ça peut être la pâtisserie, ça peut être le web, parce que j'ai mes frères qui travaillent dans le web, ou dans d'autres sujets, mais entreprendre. Voilà. C'est vrai que ça m'a toujours plu, créer des projets. Avant Swelo, j'en ai créé d'autres qui n'ont pas du tout marché. Mais voilà. Après, ouais, ça s'est construit au fil de l'eau.
Puis arrive au moment après le lycée, arrive au moment de l'orientation, moment très compliqué à chaque fois. Je trouve que c'est pas facile. Et oui, je me suis dit, bah, je vais rester dans le numérique, dans le digital, dans l'informatique, et on verra ensuite vers là où ça me mène. C'est vrai que du coup, très rapidement, j'ai adoré tout ce qui était web design, intégration. Donc, ouais, vers mes 16-17 ans, courant du lycée, je savais à peu près ce que j'aimerais faire. Mais au final, bah, c'est plus trop ce que je fais. Donc, c'est ça qui est assez fun. C'est que, oui, ça m'a ouvert des portes. Oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, ben, du web design, ça va peut-être représenter, je sais pas, 10% de mon temps, 10% de mon temps. Donc, ça se construit petit à petit. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est cool, je trouve. D'accord. Et vous, Monsieur Fofana? Alors moi, c'est un parcours assez atypique, on va dire. De base, bah, moi, de base, moi, je suis guinéen, donc forcément, moi, je viens de Guinée de base. Donc, je sais que quand j'étais lycéen déjà, mon plus gros souhait, c'était de devenir président de la Guinée. Parce que je me disais, ouais, fallait changer des trucs, il fallait aider mon pays, etc., pour améliorer la vie des gens, en fait, simplement. Donc, en vrai, l'aspect d'aider les gens, autrui, c'était mon premier souhait. Donc, j'avais toujours ce rapport-là, en fait. Et après, je voulais faire des études d'abord de politique. Finalement, ça a pas marché. Je suis allé, du coup, en économie. Donc, j'ai fait je crois que j'ai fait 2 ans d'économie. Ouais, 2 ans d'économie. Et à l'issue d'économie, j'ai pas kiffé les cours de microéconomie. J'ai arrêté. Et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à côté de ça, avec une amie, en fait, on aimait simplement la mode, en fait. On aimait beaucoup la mode. Et en fait, on a, du coup, entrepris beaucoup de projets hors scolaire qui étaient autour de la mode. Donc, ça peut être des événements, notamment à Lille, parce que je viens de Lille, du coup, par la suite. Après la Guinée, j'étais à Lille. Et à Lille, du coup, ça manquait un peu parce que je voyais qu'à Paris, il y avait tout le temps des événements, il y avait tout le temps des trucs. Donc, à Lille, on s'est dit, pourquoi pas faire des événements avec des musiciens, des gens qui aiment la mode. Par exemple, vous aviez la Fashion Week, on n'avait pas la Fashion Week, tu vois. Donc, on se disait, mais pourquoi tout ça, en fait? Donc, du coup, à Lille, on a commencé à faire des petits événements comme ça. Et des fil en aiguille, en fait, je me suis pris aux gens. En fait, j'aimais bien être en relation avec des gens, des artistes et des personnalités, et aussi tout le côté création de contenu, photo, etc. Et après, du coup, j'ai cherché une formation. J'ai une formation du coup qui pourrait un peu agencer tout cela en un seul paquet, si je peux dire. Et il s'est avéré que c'était le marketing et la communication qui s'approchaient le plus en fait de ce côté un peu créatif que j'avais et que je voulais beaucoup plus développer en fait. Donc du coup, j'ai fait du coup une licence comme je disais, de médias et de communication à l'université de l'université catholique. Et à côté de ça, du coup, il y a forcément l'apprentissage pédagogique qui m'aidait un peu à connaître les règles, si je peux dire, du domaine de la com et des médias. Parce qu'au final, ces règles sont vraiment importantes. Hein. Pour le coup, pour les autres métiers, il est possible, je pense, de passer à travers la formation. Mais en général, en com et en marketing, je pense qu'il faut quand même un minimum de savoir sur les règles de base. Et après, forcément, les règles sont amenées à évoluer. Donc moi, j'ai continué avec cette licence-là. Et par la suite, j'ai beaucoup fait des projets perso. Et du coup, j'ai été amené à être photographe, vidéaste, créateur du contenu, direction artistique. Et en fait, c'est tout ce package de créativité-là qui m'ont amené aujourd'hui à me dire que, en fait, je dois me diriger vers responsable com, en fait. Parce qu'au final, le marketing, la com et le marketing sont les seuls moyens aujourd'hui, je pense, et je me trompe, hein, qui te permettent en fait d'exploiter à 360 degrés ta créativité. Parce qu'aujourd'hui, je m'occupe à la fois des photos, des vidéos, de la com, des partenariats et d'autres missions de développement de la marque, justement à travers juste en fait le fait de vouloir être créatif et de vouloir aussi interagir avec les autrui en fait. Donc, si je pour résumer, c'est Très un bien. peu ce qui m'a amené à ce. Très bien. Question un peu générale sur votre travail et sur votre métier. Y a-t-il des contraintes et des difficultés à votre métier? Si oui, quelle est la principale contrainte ou difficulté que vous pouvez avoir? Donc, on peut commencer par Monsieur Fofana si vous voulez. Je rejoins Monsieur Nob parce qu'il disait que l'humain était très important dans son entreprise.
moi, je dirais carrément, en com, c'est carrément indispensable. Si on n'a pas un aspect humain en com, en marketing, si je dis pas que c'est impossible de travailler, mais ça va être très compliqué. Parce qu'au final, on est amené à interagir avec tout type de personnes, de cultures différentes, de nationalités différentes, tout est différent chez les gens. Donc au final, si on n'a pas vraiment cet aspect humain, et j'ai envie même de dire pédagogique pour interagir avec les gens, bah c'est compliqué en fait. Et déjà, ça c'est les autrui, il y a aussi des membres de ton équipe. Parce que moi je suis amené du coup aujourd'hui à gérer deux de mes collègues, donc forcément, d'autres personnes aussi, il faut savoir avoir la là et ce management, comme on dit, pour pouvoir justement guider tout le monde et aussi atteindre les objectifs en fait. Et après là aujourd'hui, la complicité, en fait, on est dans le sujet, hein, c'est le Covid, le fait que on soit un peu tous à distance, notamment là j'ai l'un de mes collègues qui est actuellement en télétravail parce que justement il a été cas contact, du coup par précaution on a mis en télétravail, et c'est pareil, donc du coup ce qui a amené à redriver ses missions pour qu'il puisse justement continuer à bosser sans que ce soit au détriment de la marque et de la communication qu'on met en place. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a une réorganisation du travail, je pense, en général déjà, et encore plus au niveau de la com. Donc, nous, aujourd'hui, en fait, on essaie, comme je disais au début, de comprendre ces nouveaux fonctionnements, ces nouveaux modes de fonctionnement, et aussi s'adapter le mieux possible en général. Donc, en complément, déjà, je marquerais, il faut pouvoir être pédagogue, et savoir ne pas avoir une relation que contractuelle, avoir aussi une relation humaine en fait avec les personnes. D'accord, ok. Et vous, Monsieur Noble, quelles seraient la principale ou les deux principales contraintes ou difficultés de votre métier? Oui, voilà, contrainte, difficulté, je sais pas si c'est ces mots-là, mais c'est vrai que quand on gère une boîte, je pense que la difficulté, c'est que il faut savoir et il faut passer en 10 minutes d'un sujet à un autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va passer du temps avec l'équipe, il y a un autre moment où on a un coup de téléphone, il y a un autre moment il y a un autre sujet. En fait, c'est plein de choses à gérer, pas en même temps, mais dans des timings assez serrés. Et c'est vrai que voilà, faut savoir, il faut aussi l'admettre en fait. Des fois, et souvent, je peux pas, si je ne prends pas le temps et si je ne pose pas ce temps-là, je peux pas passer 2 heures, 3 heures focus sur un sujet, sauf si je me bloque le créneau avant. Mais c'est vrai qu'il y a tellement toujours des choses à gérer que faut savoir et il faut l'admettre et ok, après on avance comme ça. Moi, personnellement, ça me pose aucun souci, mais de savoir que voilà, on parlait à l'équipe, il se passe ça, il se passe ça. Après, c'est une difficulté, mais c'est compliqué à dire. C'est pas grave en fait, ça fait partie du job. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de passer d'un sujet à un autre très rapidement. Et puis après, pour compléter, oui effectivement, tout ce qui est Covid en ce moment, c'est pas le plus évident. C'est vrai que à chaque fois, il faut réfléchir. Donc là, par exemple, on est tous en télétravail. Réfléchir, donc prendre ce qui est dit au niveau des ministères, au niveau du gouvernement, l'appliquer à la boîte et à la fois garder ce lien avec toute l'équipe. Nous, je sais qu'on aime beaucoup jouer le midi à des jeux de société. Du coup, on a trouvé un petit site où pas tous les midis, mais certains midis, on joue tous ensemble pour garder le lien. Après, on s'appelle souvent, mais je veux dire voilà, c'est aussi des manières de repenser et d'essayer, je dis bien, d'en tirer des points positifs et voilà, de prendre cette opportunité de le transformer en opportunité. Mais voilà, c'est vrai que c'est une difficulté parce que c'est pas normal quoi, c'est atypique. Mais bon, après ça fait partie de ce qu'on vit, on le vit tous, c'est pas facile. Voilà, donc faut se soutenir quel que soit ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on fait et on avance. D'accord. Donc on a pas mal évoqué la crise sanitaire. Enfin, vous avez pas mal évoqué la crise sanitaire qui est très présente du coup dans les entreprises, c'est sûr. Du coup, j'aimerais vous demander, excusez-moi, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé dans votre travail, dans votre façon de travailler, et est-ce que vous pensez que ça restera à l'avenir, ces changements de façon de travailler en fait? Donc, Monsieur Noble, on peut commencer par vous, par exemple. Alors je vais parler de 2 points. Je vais parler de nous, Swello, comment ça nous a fait évoluer et ce qui va changer. Et après, j'aimerais aussi parler du général par rapport à la com en général. Mais très rapidement par rapport à nous, alors on était déjà,
on a déjà avant un jour de télétravail qui a été proposé pour ceux qui le souhaitent. Donc c'était le vendredi, parce qu'on fait en plus la semaine de 4 jours et demi, c'est-à-dire qu'on fait 35 heures, mais qu'on fait en 4 jours et demi. Donc c'est-à-dire qu'à 13 heures le vendredi, on est en week-end. Donc ça, c'est ce qui était avant, c'est-à-dire 4 jours et demi et le vendredi en télétravail. Demain, quand on va reprendre une vie normale, pour en avoir discuté aussi avec l'équipe, pour l'instant, aucune décision n'a été prise, mais je le pense fortement, qu'il y aura un deuxième jour de télétravail proposé pour ceux qui le souhaitent. Après, ceux qui veulent venir au bureau avec grand plaisir, mais pour ceux qui le souhaitent. Maintenant, je pense que voilà, effectivement, ça change un peu. Forcément, ça évolue, ça fait évoluer. Les crises font évoluer en général. Et du coup, on a à la fois besoin de se retrouver, d'être ensemble, de vivre des choses ensemble, et à la fois, c'est aussi pratique de pouvoir prendre un jour où soit il n'y a pas de transport, soit on peut aller faire du sport. Donc, je pense qu'en tout cas chez nous, probablement, ça devrait aller vers du 2 jours de télétravail par semaine, à confirmer avec ce qui se passe, parce que de toute façon, on essaie d'avoir une certaine horizontalité, même s'il y a des décisions à prendre à la fin, donc il faut qu'on en rediscute encore. Au niveau de la com, en fait, c'est plutôt avantageux pour nous. Au début, j'ai eu peur quand même, faut dire, au niveau du premier confinement, nous on a vu les budgets ont été frisés, les budgets ont été mis sur pause vraiment, donc on a vu un chiffre d'affaires, c'est une réalité, qui a baissé pendant le premier confinement. Mais par la suite, je pense que les marques, les boîtes se sont rendues compte que la communication, surtout au niveau des réseaux sociaux, c'est très important, puisque du coup on a remarqué, ça c'est des chiffres, alors je les ai pas les chiffres précis, mais on a remarqué qu'il y avait une utilisation des réseaux sociaux beaucoup plus présente qu'avant, notamment sur TikTok et d'autres. Donc oui, ça a fait évoluer le milieu de la com, mais je dirais plus, ça nous a encore rendu plus humains. Désolé de revenir sur ça, mais je veux dire, comme on vit tous la même chose, on arrive à se mettre à la place de toutes les autres personnes, puisqu'on vit la même chose. Donc forcément, ça se ressent dans la manière de communiquer au niveau des marques. Je trouve qu'il y a ce changement-là qui s'est opéré beaucoup, et donc je pense que ça va rester par la suite. Très bien, merci beaucoup. Et vous, Monsieur Fofana? On est après dans ce genre, dans la même pensée, surtout au niveau de la com. Nous, clairement, au début, je dirais pas qu'on était perdus, mais en fait, on regardait beaucoup. On observait beaucoup pour essayer de comprendre et analyser. Parce que ça, clairement, si vous faites de la com et du marketing, c'est un des atouts à avoir. C'est de vraiment prendre le temps d'observer et d'analyser, en fait. Parce que si l'observation sans analyse n'a pas de résultat. Et pour le coup, on s'est rendu compte qu'au final, qu'en fait, dans ce qu'on pensait au début, on s'est dit, les gens, ils vont arrêter, ça y est, tout le monde va être déprimé, ils vont pas s'intéresser aux vêtements, etc., etc. Du coup, on s'est dit, peut-être qu'il faut le ralentir. Mais en fait, c'est l'effet inverse. Au final, les gens, contrairement, ils voulaient beaucoup plus de liens, en fait. De liens, du coup, le lien humain, encore une fois, avec leur marque pour se rapprocher. Et en fait, c'est le moment où, finalement, on a le plus pris de décisions, en se mettra encore plus à la place, en fait, de nos clients. Parce qu'au final, les jeunes étaient bloqués à la maison. Donc, forcément, s'ils sont bloqués, ça veut dire qu'ils ont du temps, entre guillemets, à perdre. Donc, ce temps à perdre là, on peut le gagner, en fait, on a créé des lives, on a créé des concours, on a aussi mis en place des collaborations avec des influenceurs pour justement créer des challenges, notamment sur TikTok, parce que justement, c'était la plateforme qui faisait le buzz, comme on dit. Et au final, en fait, je dirais pas qu'on a réfléchi mieux en fait, mais c'est juste qu'on a pris plus de temps dans la réflexion et après dans l'action. Et souvent, ce qu'il y avait avant, c'est qu'avant, en fait, on était comme des moulins, en fait. Tout le monde enchaînait. Le but, c'est, voilà, on passe à la suite, on passe à la suite, on passe à la suite. Donc, forcément, quand on a tout le temps la tête dans le guidon, on ne prend pas assez de recul pour réfléchir à des actions qu'on a mis notamment en place là récemment. Et aussi aujourd'hui, même nous, en interne, dans la création de nos contenus, justement, on est un peu bloqué, mais ça nous permet aussi de réfléchir autrement la chose. Parce qu'au final, on ne peut plus aller n'importe où pour faire des photos comme on veut, des vidéos. Donc, on doit réadapter exactement ce temps de production-là. Et pour cela, en fait, on prend déjà plus de temps à anticiper les créations de contenu et aussi à choisir l'angle, entre guillemets, artistique qu'on doit mettre en œuvre. Et par la même occasion aussi, on s'adapte à la situation. Parce que j'ai une bêtise. Avant, quand on faisait des shootings, tu faisais des shootings par rapport à la saison. Quand c'est l'été, tu fais des trucs un peu plus en été. Quand c'est l'hiver, un truc un peu plus hivernal. Sauf qu'aujourd'hui,
été, hiver, printemps, on est tous, bon là, confinés, mais on a un rapport beaucoup plus aujourd'hui à la maison que à aller faire du loisir. Donc forcément, c'est un peu bizarre de faire des contenus en se disant, ouais, les gens ils vont aller en vacances, ils vont faire la fête. Non, c'est pas trop le thème. Donc forcément, ben, par rapport à ça, tu es obligé de redriver ta com et de mettre en place des choses qui sont liées à cela. Donc là, notamment aujourd'hui, ce n'est pas une promo, mais on fait un live, justement, un premier live pour le confinement avec des abonnés de la marque, donc des gens lambda, des clients, qui vont faire, on appelle un battle de style. En fait, on leur a proposé, on leur a dit, venez ce soir, on aura une influenceuse qui sera avec vous, qui va vous juger. À vous de montrer en fait, vos looks, en fait, par rapport au confinement, votre look par rapport à ce que vous aimez bien porter en ce moment, et d'expliquer, en fait. Et du coup, en fait, ça sera, comme on disait, quand je disais, ça sera un battle, en fait, de look. C'est pas forcément une pression pour vendre, mais c'est aussi en même temps pour échanger avec nos clients et en même temps aussi créer de la relation. En fait. Parce qu'au final, franchement, je pense qu'il y a 2 ans, si on aurait dit qu'on ferait des lives avec des clients pour les montrer, je pense que j'aurais dit non, c'est pas possible. Mais si tout est possible. Vos témoignages à tous les deux sont assez intéressants à propos de cette question, je trouve, parce que du coup, ça montre bien qu'une crise sanitaire, sociale et économique, etc., une crise mondiale, quoi, qui est quelque chose d'assez compliqué et assez terrible, au final, vous avez réussi à en faire un avantage pour votre travail, pour votre boîte et pour votre entreprise, dans un sens, quoi. Donc c'est plutôt intéressant de voir que vos deux témoignages se rejoignent un peu sur ce sens-là, c'est vrai. Du coup, nous allons passer à la question suivante. On va parler un peu du nerf de la guerre. Avez-vous constaté une évolution des salaires dans votre secteur en même temps que votre expérience ou autre? Donc on peut commencer par Monsieur Fofana si vous voulez. Il y a un nerf de la guerre, oui et non, parce qu'au final, moi, après, c'est mon avis personnel. Moi, je ne fais pas ce métier que pour l'aspect salarial. Je fais beaucoup parce que déjà, je m'y plais. Vraiment, vraiment, genre, tout ce que je fais, j'essaie vraiment de mettre mon cœur et toute ma volonté dedans. Donc ça, déjà, si moi, j'ai cette, entre guillemets, plénitude, ce plaisir-là, ça, c'est déjà un plus gros chèque que ce qu'on peut m'offrir. Et après, ensuite, pour l'aspect du salaire, oui, il évolue. Hein. Moi, déjà simple, quand je suis entré, j'étais stagiaire alternant, donc forcément, j'ai mis mon salaire de stagiaire, donc encore heureux. Donc, il évolue, il a évolué, c'est sûr, et même avec une crise sanitaire, comme on dit, il évolue, il doit évoluer aussi, parce qu'au final, on demande à d'autres personnes, à des personnes comme nous ou d'autres, dans peu importe le métier, de faire face à ces difficultés-là et de créer des solutions. Donc, du moment où on crée des solutions, on est amené à, entre guillemets, travailler un peu plus nos méninges et trouver des solutions et faire grandir la marque. Parce qu'au final, il y aura des pertes. Ça, c'est parce que tout le monde fait des pertes. Mais ces pertes-là, comme on dit, après la tempête, il y a forcément le beau temps, il faut trouver des solutions. Et ces solutions qui vont amener une plus-value à la marque et en fait, faire la bonne mise à jour. Parce qu'au final, il y a des marques qui peuvent rater la mise à jour. Là, ils vont dire, il y a la crise, on arrête, c'est bon, on sait plus quoi faire, on attend que ça passe. Si tu fais ça, capote, hein, comme on dit. Donc, et c'est ce qu'on n'a pas fait. Nous, on n'a pas fait ça, non, on veut pas faire ça. On s'est mis à jour, on continue encore à se mettre à jour, on continue d'évoluer. En fait, donc, forcément, le fait de créer en fait, il n'y a pas moins de travail, en fait. C'est juste il est différent. Il est différent, et peut-être même, je pense qu'il y a même un peu plus, parce qu'au final, aujourd'hui, on fait attention à plus de détails qu'auparavant. Donc, clairement, pour moi, je pense qu'il continue à évoluer. Après, dans certaines boîtes, je sais que dans les grosses boîtes, il y a des trucs comme quoi chaque responsable ou cadre devra avoir un petit pourcentage en moins pour soutenir la boîte. Il y a des trucs comme ça. Mais je pense qu'en général, dans les PME ou les startups, de base, en fait, on n'a pas la même philosophie que les grosses boîtes. Parce que du coup, eux, ils sont dans un goût de chiffre d'affaires coûte que coûte, même si nous aussi, on est dans le chiffre d'affaires. Mais c'est pas la même perception, en fait, du travail dans les grosses boîtes et dans les PME que nous sommes et dans les startups que certainement Monsieur Nob pourra vous en dire un peu plus. Très bien, merci. Et vous, Monsieur Doble?
Alors c'est atypique. C'est atypique, mais j'essaie d'expliquer. C'est que bah effectivement, oui, bien sûr que le salaire a un petit peu évolué puisque alors j'ai pas fait de stage, mais j'ai fait une alternance, donc forcément, quand on fait une alternance et qu'après on fait, enfin qu'on a un CDI, alors je sais pas, légalement j'ai pas un CDI, mais quand on a une boîte, effectivement, le salaire évolue à un moment. Maintenant, nous c'est atypique. Enfin, je vais d'abord parler de moi et puis après je parlerai de la boîte. Mais moi c'est atypique dans le sens où quand on montait le projet, on allait voir des investisseurs et c'est à ce moment-là on a dû dire voilà combien on va se payer, combien on aimerait se payer. Et en fait, un des éléments qui est important, c'est que si on croit au projet, faut pas que ton salaire soit hyper haut parce qu'en fait sinon ça a pas enfin c'est pas cohérent. Tu vas pas te prendre 5 000 euros par mois alors que il y a une équipe à recruter, à payer. Enfin c'est pas possible. Donc pour le coup, moi, j'ai aucun problème de parler d'argent, dans le sens où je sais qu'en France, c'est un petit peu tabou et je comprends pas trop pourquoi, mais peu importe. Moi, depuis le début de Swello, depuis qu'on a fait la levée et qu'on commence à gagner un petit peu d'argent, je suis payé 1006. Donc 1006, après, il faut enlever les impôts, etc. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que je suis payé 1006, peut-être un peu moins, peut-être 4 ans, on va dire. Je suis payé 1006. Maintenant, là, donc la question est plutôt actuelle, puisque je vais commencer à m'augmenter. Enfin, voilà, on a pris une décision, parce que si c'est particulier, c'est que comme on a des investisseurs, c'est une décision qu'on doit prendre ensemble. Et l'idée, ce serait à moyen terme d'arriver à 2000 et à plus long terme d'arriver vers 3000. Alors, c'est des salaires qui sont quand même conséquents, faut en avoir conscience. Je veux dire, 1006, c'est déjà très beau, hein, le SMIC étant 1150, si je dis pas de bêtises. Maintenant, en fait, ça va aussi avec les responsabilités. C'est-à-dire que demain, par exemple, je parle vraiment pour moi, hein, demain la boîte elle coule, j'ai pas de chômage. Demain la boîte elle coule, c'est des choses à gérer. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, il y a beaucoup de responsabilités qui font que, en plus du boulot de tous les jours, et on le voit normalement, je suis un petit peu fatigué parce que j'ai pas mal bossé hier. Du coup, il y a tout ça qui s'ajoute, et c'est pour ça que des fois, ça peut faire des gros salaires, et des fois c'est beaucoup trop, hein, notamment quand des startups lèvent des millions et des millions, tout de suite ça s'envole. Mais voilà, après il y a des petites justifications pour des salaires qui sont cohérents. C'est pas non plus mirobolant, c'est pas non plus rien, hein, loin de là. Mais voilà, c'est cohérent par rapport aux tâches. Maintenant, au niveau de l'équipe, alors sans parler des salaires de l'équipe, parce qu'après ça regarde chacun, nous ce qu'on a fait chez Swello, c'est qu'on a mis en place une grille de salaire. Donc c'est en gros, quand vous rentrez chez nous, il y a 3 critères principalement. C'est l'ancienneté dans la boîte, c'est l'expérience dans le domaine, en sachant que les stages et l'alternance ça compte, et c'est il y a une grille avec des tâches, on va dire, et en fonction de vos tâches, est-ce que vous managez des gens, est-ce que vous managez personne, est-ce que vous êtes responsable d'un seul pôle, eh bien il y a une grille de salaire, et en fait au moins il n'y a pas de discussion possible, tout le monde a la même grille de salaire, on se base sur les mêmes critères, et en fonction, on ajoute tous ces 3 éléments, il y a une formule, et en fonction, ça donne un salaire final. Mais ça permet quoi? Ça permet de dire aussi à nos employés, tous les ans vous évoluez forcément parce que vous gagnez en ancienneté et en expérience, et si la boîte explose, ou si on monte si on grandit et qu'il y a des recrutements, vous montez aussi également de tranches, j'ai envie de dire, pour gagner plus de salaire. Et en plus de ça, alors ça je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. En plus de ça, au début, au niveau des commerciaux, ils avaient des primes liées aux résultats, et ça on l'a totalement enlevé. Maintenant c'est toute l'équipe qui a une prime par rapport aux résultats. Parce que sans développeur, il n'y a pas de plateforme, sans marketing, il n'y a pas de com, donc il n'y a pas de visibilité, sans les commerciaux, il n'y a pas de vente. Donc au final, ça motive toute l'équipe, et donc on a des objectifs sur 6 mois, donc on a 2 primes à l'année qui s'ajoutent au salaire, mais après, ça c'est chaque patron qui décide ce qu'il fait finalement. Maintenant, juste pour terminer sur la partie salaire, il y a une convention collective, hein, dans chaque milieu, et il y a des minimums de toute façon où les personnes ne peuvent pas descendre, même si c'est au patron de proposer des salaires et à l'employé d'accepter. Et après, plus globalement sur la partie com, j'ai pas assez de recul, j'avoue, je ne suis pas assez penché pour vous dire un salaire moyen en com, voilà. Mais en tout cas, voilà ce que je peux dire au niveau des salaires, au niveau de chez nous. D'accord, très bien. C'était très intéressant. Du coup, ça peut intéresser beaucoup de monde. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Et du coup, petite dernière question, et pas la moindre. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir du secteur de la communication ou de votre métier, ou pour vous, Monsieur Noble, de votre société, pourquoi pas aussi. Donc, on peut commencer par vous, justement, Monsieur Noble, si vous voulez. Alors, Swello, comment ça va se passer dans les prochaines années?
Au niveau du produit, pour moi, je vois ça un peu en 3 phases. Au niveau du produit, on va continuer à l'améliorer, à ajouter des réseaux sociaux. Par exemple, on est partenaire de TikTok depuis 1 an et demi, et dès qu'on pourra, on ajoutera TikTok à la plateforme. Et techniquement, ça sera possible. Voilà, au niveau de la plateforme. Au niveau de l'équipe, on aimerait recruter. Aujourd'hui, on est 7. Là, on va prendre sûrement un alternant qu'on pourrait potentiellement recruter derrière. Parce que ce qu'on aime beaucoup, c'est former vraiment dans la boîte. Donc, par exemple, sur les 7 personnes qui sont chez nous, il y en a 3 qui étaient en stage qu'on a recruté en CDI ensuite. Donc voilà, continuer dans ce move-là, voire également recruter des seniors. Donc dans l'idéal, je sais pas à combien d'années, mais dans l'idéal, si on est 12, ce serait cool. Aujourd'hui, on est 7, donc ça pourrait être vraiment sympa, parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Et au niveau plus large sur le développement de la boîte, aujourd'hui, on est plutôt sur du francophone. L'idéal serait d'arriver un peu sur de l'européen, puis après de l'international. Donc ça, on verra. Et puis au niveau des métiers de la com, la réponse est compliquée. Parce que comme on le disait, ça va tellement vite qu'on ne sait pas forcément où on sera demain. Regardez Clubhouse qui a fait un grand boom il y a quelques semaines en France. Et au final, je me rends compte, nous on est assez présents sur Clubhouse et je me rends compte qu'il y a un petit déclin actuellement. Et pourtant, ça fait que 2 mois. Donc bon, il y a on pourra en discuter des heures, mais au niveau de la com, c'est dur de répondre parce que ça va extrêmement vite. Mais qui sait, un peu comme Clubhouse et un peu comme TikTok, tant qu'à faire, dans 3 ans, il n'y a plus de Facebook et il y a d'autres réseaux sociaux qu'on utilisera. Enfin, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va aller vite, ça va vite, et j'ai hâte de voir dans quelques années où on sera par rapport à tout ça. Très bien. Merci. Et vous, Monsieur Fofana, comment est-ce que vous imaginez ou comment est-ce que vous voyez l'avenir du secteur de la communication et de votre métier? Clairement, la com, aujourd'hui, on en a plus besoin qu'encore avant, je pense. Parce que clairement, toutes les marques doivent avoir genre, un dialogue vers leur public qui soit adapté en fait. Et pour créer ce dialogue-là adapté, il faut des éléments de communication. Parce que sinon, des jeunes comme toi, Claire, ou tes collègues qui suivent, ne vont peut-être pas adhérer au message en fait de la marque. Alors que je parle là en termes de mode, mais je pense que même au sens général, même d'une marque, même de retail ou de prêt-à-porter ou même d'aliments. Aujourd'hui, si, par exemple, là, je prends un parallèle avec, rien à voir, mais avec Burger King, qui pendant Covid, ils ont fait des actions com où ils mettaient des sacs McDo, ou ils mettaient des messages de soutien à d'autres restaurants. Pour nous, c'est quand même une action de com, même si ça reste sincère, mais ça reste une action de com, parce que du coup, en fait, ils font comprendre à tout le monde et aux autres aussi qu'aujourd'hui, en fait, on est tous dans le même bateau. Donc, vaut mieux se serrer les coudes que de sortir l'épée, en fait. Donc, après, bon, il y a quand même des petits poignards cachés, mais, mais aujourd'hui, le go, il est quand même plus de pensée globale. Une pensée globale, je pense, du marketing et de la com. Et après, derrière, c'est toujours, et encore une fois, être le plus possible près, en fait, des gens, en fait, aujourd'hui. Clairement, c'est le mot d'ordre. Aujourd'hui, si tu fais des contenus qui n'ont pas de sens et qui ne touchent pas autrui et qui n'ont pas de message, tu vois, les trucs un peu vides. Je pense qu'on a tous vu dans nos vies des fois, tu regardes un truc qui passe pas forcément, c'est pas un truc à la télé, mais sur les réseaux, sur la télé, bref, tu vois un truc, tu dis, ils ont payé des gens pour faire ça. Même si c'est du travail, hein. C'est du travail, je n'en ai pas ça. Mais en fait, il y a ces messages-là où tu comprends pas trop le message, en fait. Donc ça, moi, je trouve ça c'est bizarre de faire ça. D'autant plus qu'il faut pas dépenser pour dépenser. Il faut vraiment créer pour toucher les gens et avoir une sorte d'âme dans ce que tu fais. Après, chacun son business, hein. Je dis pas que tout le monde doit être à la même effigie, mais je pense qu'il faut ce minimum-là d'âme et d'humain, encore une fois, dans ce qu'on crée en tant que marque, pour que des personnes comme même moi déjà j'aime et que d'autres personnes puissent aimer en fait. Donc je pense que c'est ça où le challenge, c'est rester le plus humain possible dans ce qu'on fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses un peu pleines d'espoir aussi. Je pense qu'on peut donc conclure sur ces belles réponses et ces belles paroles. Tout d'abord, merci beaucoup à Sekou Fofana et Jonathan Noble. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre demande d'entretien, d'avoir répondu honnêtement et d'avoir partagé votre expérience et votre ressenti sur la réalité sur le terrain. Je peux avoir une dernière intervention? Oui, allez-y, pas de souci. Je trouve que c'est peut-être
l'année où les mois les plus durs pour les étudiants. Je dis ça avec le smile parce que clairement, bah, j'ai ma soeur qui est encore en études, et j'ai des gens que je suis en études. Clairement, si vous avez le courage de continuer et de faire ce que vous voulez faire, bah bravo déjà de un. Parce que clairement, j'essaie de me mettre à la place, je sais pas ce que j'aurais fait si j'étais à votre place. Clairement, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais par contre, il y a un truc dont je suis sûr que j'aurais continué, c'est de créer en fait, c'est de faire des choses qui ont du sens. Et pas juste être, entre guillemets, un maillon d'une chaîne, tu vois. Donc ça, si vous pouvez le faire, essayez toujours de trouver un moyen, en tout cas, de sortir votre épingle du jeu, comme on dit, et de créer des choses qui vont marquer, ben, peut-être le monde ou d'autres personnes, mais en tout cas, peu importe l'évolution du monde, c'est des choses qui ne changent vraiment. Du moment où tu crées des choses, tu t'inscris dans le temps, et ça change pas, je pense. Bon courage à tous. Très bien, bah merci. Juste pour compléter, je pense que c'est pareil pour vous, mais on reste disponible parce que c'est aussi ça. Voilà, on est là aussi pour vous soutenir. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes avec qui j'aime bien discuter, et c'est vrai que ça peut aussi rebooster à un moment où ça va pas trop. Donc, je te rejoins tout à fait. Et voilà, courage. C'est vrai que c'est pas facile, mais courage. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. C'est parfait pour la parole de fin, quoi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.